Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Ma et bienvenue à l'ambassade du Cameroun à Beijing. Et on sait que cette année est le 50e anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine qui a été remplacée par l'Union africaine en 2002. Donc qu'est-ce que ces 50 dernières années signifient pour vous? En tant qu'Africain, cet événement revêt une très grande signification. D'abord parce que c'est un grand anniversaire. Il y a 50 ans, nul ne pouvait prédire que l'Afrique survivrait 50 ans après. Nous sommes donc 50 ans après, debout, vivants, plus nombreux et certainement plus forts, ont réalisé sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel et je dirais même sur le plan sportif et bien d'autres secteurs culturels et autres où, d'une manière générale, l'Afrique a marqué son existence. L'Afrique s'est positionnée dans le monde et surtout, l'Afrique a vu son influence s'accroître. 50 ans, c'est aussi l'anniversaire. Comme tout anniversaire dans la vie humaine, nous aimons célébrer nos anniversaires. Et c'est un moment de réflexion, c'est un moment de rétrospective pour faire le bilan de ce que nous avons fait les 50 dernières années, prendre des résolutions pour l'avenir. En fait, pour cette année d'anniversaire, le sommet de l'Union africaine a choisi pour thème le panafricanisme et la renaissance africaine. Donc pourquoi ces deux thèmes cette année, à ce moment de réflexion, comme vous avez dit tout à l'heure? Oui, justement, je crois que le choix du thème est déterminé à la fois par le moment, l'histoire que nous vivons. Je crois qu'il était difficile d'envisager un thème autre que celui-là. D'abord parce que panafricanisme et renaissance africaine sont deux thèmes transversaux, comme on dit, qui couvrent plusieurs champs, qui ne sont pas seulement focalisés sur les questions politiques, qui ne sont pas, mais qui couvrent aussi l'économique, le social, et je crois que c'est le développement économique et tous les autres progrès que l'Afrique a connus au cours des 50 dernières années. Donc le thème est transversal et surtout, il faut rappeler que l'Union africaine a souhaité que ce soit davantage un thème de discussion, que ce soit un thème de discussion entre groupes d'Africains, entre Africains et partenaires étrangers, entre intellectuels, entre citoyens même dans le pays, entre pays africains eux-mêmes, pour que les uns et les autres apportent des propositions concrètes à la fin de cette année, à la fin de l'anniversaire, qu'il y ait des propositions concrètes pour que l'Afrique puisse aborder les 50 prochaines années d'une manière plus résolue et en ayant des contributions de tout le monde. L'UA compte en son sein 54 membres. Elle est une entité politique qui a vocation à intégrer politiquement, économiquement et militairement les pays du continent africain. L'ancêtre de l'UA, l'Organisation pour l'Unité africaine, a été fondée le 22 mai 1963 à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne. C'est en juillet 2002, en Afrique du Sud, qu'elle devient l'Union africaine. Le 15 août 2001, elle accepte en son sein le Soudan du Sud, qui devient le 54e État membre de l'Union. Le but de l'UA est de regrouper l'Afrique et faire en sorte que tous ses pays membres puissent s'exprimer d'une voix sur les sujets majeurs de politique internationale. Et effectivement, on voit qu'il y a un thème qui est beaucoup discuté pendant le sommet, c'est l'intégration qui semble être l'orientation de l'Afrique dans le futur. Donc, je voudrais savoir dans quelle mesure l'intégration initiée par l'Union africaine bénéficiera-t-elle aux pays membres?
Prenons, je vais vous donner des exemples. On a sur plusieurs secteurs. Remarquez une chose, l'Afrique compte 54 États, dit-on aujourd'hui, et dont certains sont minuscules, tout à fait tout petits. Ça veut dire qu'ils ont un marché très, très étroit et qui, en réalité, s'ils ne devaient compter que sur leurs moyens, ne pourraient jamais survivre. Je crois qu'il faut davantage d'intégration pour donner plus d'opportunités. En réalité, l'un des progrès que l'Afrique doit réaliser aujourd'hui, c'est à la fois, et je crois que c'est une quête et une demande, même s'il y a des résistances, c'est que les États eux-mêmes puissent céder un peu de leur souveraineté pour qu'on puisse mettre ensemble ce qu'il y a comme ressources, ce qu'il y a comme moyens, ce qu'il y a comme possibilités et même des opportunités. Donc l'intégration interpelle les pays africains du plus grand au plus petit et interpelle les citoyens à l'intérieur des États, du plus pauvre au plus riche. L'intégration est nécessaire parce que ça permet de constituer des économies, des espaces économiques viables, de pouvoir également bénéficier des opportunités de développement et ensuite de pouvoir échanger, parce qu'il s'agit aussi d'échanger. On ne peut pas parler d'unité africaine alors que les gens ne se connaissent pas, alors qu'on ne peut pas circuler d'un pays à l'autre librement, alors qu'en plus il y a toujours des conflits. Donc l'intégration, plus d'intégration, ça réduit les tensions entre les États, ça réduit les tensions à l'intérieur des États. Et ça permet donc à l'Afrique de se mobiliser davantage pour la cause du développement social et économique. Si on prenait un exemple de l'intégration, on peut voir l'Union européenne est un exemple de l'intégration qu'on cite souvent dans des études, dans des recherches. Et est-ce que la crise que traverse l'Union européenne actuelle aura-t-elle des influences sur la volonté des États africains d'avoir davantage d'intégration, comme vous avez évoqué tout à l'heure? Il y a des pays plus riches, il y a les pays plus pauvres. Comment chacun peut trouver son compte dans cette intégration? Est-ce que vous avez peur d'un déséquilibre comme ce qui se produit en Europe aujourd'hui? Disons, la démarche africaine a été jusque-là une démarche très, très prudente. Vous avez ceux qui pensent qu'il faut aller très vite dans l'intégration. On a entendu parler de l'intégration politique. En fait, quand on relit un peu les actes des deux sommets de Sirte, en Libye, il y en a qui voulaient l'union tout de suite, même les États-Unis d'Afrique. Il y en a qui voulaient qu'on constitue les États-Unis d'Afrique immédiatement. Mais vous savez que ce genre de décision qui n'a pas l'adhésion des populations pose des problèmes par la suite. C'est un peu le problème avec l'Union européenne aujourd'hui. Les populations européennes estiment, dans certains cas, qu'on ne leur a pas dit toute la vérité, et qu'on ne les a pas toujours consultés dans certaines décisions, qui aujourd'hui, peut-être semblent leur poser des problèmes. Mais il y a aussi en retour des avantages que d'autres ne peuvent pas percevoir. Le citoyen ordinaire ne peut pas percevoir. L'Afrique est riche. Mais l'Afrique doit s'organiser maintenant de manière à intégrer les uns et les autres, tant entre États qu'à l'intérieur des États. L'intégration doit se poursuivre. Voyez-vous, les conflits qu'il y a en Afrique, dans nos États, pour certains, sont le résultat de l'exclusion. Parce que certains groupes ethniques, certains groupes estiment qu'ils ne sont pas, ils ne reçoivent pas les dividendes, n'est-ce pas, de la fortune publique, dont constituent des groupes de révolte et manifestent publiquement leur mécontentement. Et je crois qu'il faut que l'Afrique comprenne cela. Et c'est valable en politique. La démocratie veut que ce soit une démocratie participative. Donc il faut que les populations soient associées à la prise de décisions qui les concernent. Donc, de cette manière, on va réduire les tensions et permettre d'évoluer beaucoup plus sereinement. L'une des principales missions de l'UA est d'assurer et de promouvoir la paix et la stabilité sur le continent africain.
Installer une paix et une stabilité durables est sans conteste le plus grand défi auquel fait face la Renaissance africaine. La paix trop fragile à l'heure actuelle est le souci premier des populations comme des investisseurs. Du golfe de Guinée au fleuve Congo, en passant par la Somalie, le Mali ou le Congo-Kinshasa, de nombreux pays sont embourbés dans des disputes locales qui sont la cause de nombreux problèmes. Il faut cependant reconnaître que les 54 États membres de l'UA ont pris conscience de l'importance de la paix et se sont renforcés dans la résolution des disputes par leurs propres moyens. Cette année, on a pu voir pendant la crise en République centrafricaine que la communauté économique des États d'Afrique centrale a promu la résolution rapide des différends et a reçu pour cela l'approbation de la communauté internationale. Par conséquent, de nombreux pays africains ont raison de croire que la paix et la stabilité ne sont plus un rêve inatteignable. Et par exemple, sur les conflits qui a connu l'Afrique ces derniers temps, par exemple sur le conflit de Mali ou d'autres conflits, comment voyez-vous le rôle de l'Union africaine? Qu'est-ce que le Cameroun attend de l'Union africaine sur le plan diplomatique? Disons, l'Union africaine, depuis sa création, s'est dotée d'un certain nombre d'organes. Il existe par exemple le Conseil de paix et de sécurité, qui travaille, auquel d'ailleurs, au sein duquel le Cameroun joue un grand rôle. Le Cameroun est un siège dans ce Conseil de paix et de sécurité, je crois, depuis sa création. Et c'est pour dire que, ce Conseil joue son rôle, même si parfois les grandes puissances, quand leurs intérêts ne sont pas là, préfèrent ignorer l'appel de l'Afrique. On a vu ça dans certains cas, comme dans le cas libyen. Dans le cas libyen, l'Union africaine avait clairement indiqué qu'il ne fallait pas d'une intervention militaire. Mais certaines grandes puissances ont estimé que ce n'était pas dans leur intérêt de respecter la recommandation de l'Union africaine. Ils ont organisé une intervention. Bon, dans le cas du Mali, vous voyez que l'Union africaine, naturellement, soutient les efforts qui sont faits, pas seulement l'assistance qui vient de l'extérieur, d'un pays étranger, non africain, mais essaie surtout de mobiliser, n'est-ce pas, les forces à l'intérieur des États africains. Quand vous évoquez le cas de Libye, pensez-vous que l'Union africaine devait jouer un rôle encore plus fort et plus actif? Plus fort, je ne sais pas, tout dépend de ce qu'on veut mettre dans plus fort. Militairement, nous n'avons pas les moyens de certaines grandes puissances militaires. Ce n'était pas certainement de ce point de vue que nous parlons. Mais par contre, la suggestion qui est faite, et la proposition faite par l'Union africaine, doit être prise en compte par les puissances extérieures de l'Afrique. Nous ne voulons pas des interventions qui vont créer d'autres problèmes. Et la preuve aujourd'hui, c'est qu'il y a l'insécurité partout dans la zone, dans le désert, n'est-ce pas? Dans le sud de la Libye et dans le sud de l'Algérie, nous avons l'insécurité dans toute la zone. Et les armes légères circulent partout et menacent la sécurité à l'intérieur des États. Même au Cameroun, quand vous prenez le cas de Boko Haram, n'est-ce pas, qui est surarmé grâce à cet arsenal qu'ils ont récupéré peut-être de Libye, et les courants islamistes fondamentalistes, ils menacent au Cameroun. Il y a des prises d'otages. Donc ça veut dire quand il y a des contradictions entre la suggestion de l'Union africaine et les intérêts, comme vous avez dit, de certains pays occidentaux, comment trouver une solution? Bon, la solution, c'est assez difficile d'en imaginer une tout seul. Je peux dire tout simplement que nous souhaitons que les puissances étrangères à l'Afrique respectent la volonté des Africains. C'est d'abord, ça passe par là, parce que l'Union africaine veut de plus en plus jouer, apporter des solutions africaines aux problèmes africains. 50 ans déjà depuis sa fondation en 1963. L'Union africaine a beaucoup contribué au développement du continent africain, qui a connu de nombreuses crises depuis un demi-siècle.
Pour les 50 années à venir, l'UA a présenté mardi l'agenda Vision 2063, un ensemble de propositions visant à augmenter la prospérité africaine grâce à une intégration et une solidarité accrues. L'agenda comprend des contenus de tous les domaines, dont l'économie, le commerce, l'agriculture, la sécurité alimentaire, les partenaires africains, la sécurité et la paix, ainsi que les droits des femmes. Et justement, je voudrais savoir où en était l'Union africaine à l'heure actuelle. Quelle est son étape de développement? Bien, l'Union africaine a mis en place un certain nombre de mécanismes. Prenons le cas, le NEPAD, nouveau partenariat pour le développement économique de l'Afrique, le NEPAD. Il y a eu le plan ou la déclaration d'Abuja. Il y a un certain nombre de plans qui ont été mis en place pour drainer toutes les réflexions et les moyens pour la recherche de son développement économique. Mais, comme je dis, les questions économiques vont de pair avec les questions de paix et de sécurité. Aujourd'hui, si l'Afrique ne peut pas avoir la paix dans ses frontières et à l'intérieur des frontières des États, c'est un problème très sérieux auquel l'Union africaine doit s'adresser parce qu'il n'y a pas de développement dans l'insécurité. Il n'y a pas de développement dans l'insécurité. Nous avons besoin aujourd'hui à la fois d'avoir une bonne maîtrise de notre espace pour mieux planifier notre développement économique, culturel, social, en tout cas dans tous les domaines scientifiques, technologiques. Et également, l'Afrique a besoin de citoyens bien éduqués, bien formés, de citoyens en bonne santé pour conduire l'action de développement. On ne peut rien faire avec les cadavres. On ne peut développer un pays qu'avec des personnes à la fois bien formées et en bonne santé. Et maintenant, on va parler un peu de la relation entre la Chine et l'Afrique. Pouvez-vous nous faire un état de lieu de la coopération entre la Chine et l'Afrique en ce moment? Bien, la coopération entre la Chine et l'Afrique, pour le moins, c'est qu'on peut dire une coopération très dynamique. Le partenariat gagnant-gagnant, je crois que dans les faits, l'est et peut l'être, en ceci que la Chine a besoin de l'Afrique pour maintenir son taux de croissance et de développement économique. Mais l'Afrique a également besoin de la Chine en termes de financement de projets, de réalisation des infrastructures, toutes choses qui n'ont pas bénéficié de financement pendant au moins les 20 dernières années. Parce que n'oublions pas que l'Afrique, dans les années 80 jusqu'aux années 90, était littéralement clouée du fait de la dette extérieure. L'Afrique croulait sous la dette extérieure. Et tous les pays africains sont passés pratiquement par le programme d'ajustement structurel. Le Cameroun est l'une des victimes de ce programme. On nous a fait boire de la tasse, comme on dit, de café, hein. C'était très dur, parce qu'on a dû couper les salaires des fonctionnaires, revoir un certain nombre de programmes d'investissement. Et ceux qui en ont le plus trinqué, c'est les programmes sociaux, parce qu'on ne nous a plus permis d'investir dans l'éducation, dans la construction des hôpitaux, dans les programmes qui n'étaient pas favorables à la croissance. Et tous les États africains ont souffert de cette situation. Aujourd'hui, grâce à la Chine, à la générosité de la Chine, mais aussi au bon sens, parce que c'est le bon sens, et cette vision de la Chine, l'Afrique bénéficie des financements qui lui permettent de relancer son développement pour le financement des infrastructures et autres, dont on a besoin. Je peux vous dire, madame, qu'on ne peut pas, quand je regarde même au Cameroun, il y a un certain nombre de projets de développement qu'on ne pourra pas réussir si on n'a pas l'électricité, l'énergie. Si on n'a pas l'énergie, oubliez ça.
Si on n'a pas un port en eau profonde et des routes pour communiquer et favoriser le développement, il ne faut pas y compter. Ce ne sera pas pour demain. Donc l'Afrique réussit, n'est-ce pas, ces derniers temps, un meilleur taux de croissance grâce, je crois, à l'implication décisive de la Chine qui a dit, écoutez, nous avons souvent travaillé ensemble, nous avons cheminé ensemble, nous avons connu des humiliations ensemble, et je vous donne la main de l'amitié, et je suis prêt à vous aider également, à vous mettre sur la rampe de lancement. Et ça, c'est très important. Le Forum de la coopération Chine-Afrique est une plateforme de dialogue entre la Chine et les pays africains, qui s'inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud. La rencontre ministérielle de ce Forum Chine-Afrique a lieu tous les 3 ans. L'année précédant la rencontre ministérielle, une réunion des hauts officiels est organisée pour la préparer. En juillet 2012, s'est tenue à Beijing la 5e rencontre ministérielle, qui a débouché sur la déclaration de Beijing. La 6e rencontre ministérielle du Forum Chine-Afrique se tiendra en 2015 en Afrique du Sud. Mais justement, par rapport aux certains acteurs occidentaux, la présence de la Chine en Afrique est relativement courte. Et surtout en ce sens-là, quelles améliorations que les deux côtés peuvent-ils apporter pour améliorer la qualité de la collaboration dans l'avenir? Non, encore une fois, c'est l'opinion des autres. Les gens pensent que la Chine est en Afrique depuis, comme je dis, 10 ans. Mais la Chine était déjà en Afrique. La construction du chemin de fer Tanzanie-Zambie, dans les années 60, c'était il y a au moins 40 ans, sinon 50 ans aujourd'hui. La Chine a célébré cette année le 50e anniversaire des équipes médicales qui ont été généralement envoyées en Afrique. Ça, c'est des faits au niveau social, c'est-à-dire people to people. Ça n'avait rien de conquérant, n'est-ce pas? Ça n'avait rien d'économique. C'est de l'aide qu'on apportait aux populations d'Afrique, bénévolement. Des médecins chinois travaillent en Afrique, dans les villes, dans les villages chinois et africains, depuis 50 ans. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et même pendant les indépendances, j'aime à le répéter, beaucoup de mouvements de libération africains ont bénéficié à la fois du soutien militaire, du soutien idéologique, du livre rouge du président Mao, parce que la théorie de la guérilla qu'il a développée, moi à l'université j'ai appris ça. J'ai appris la théorie de la guérilla qui était professée par le grand leader qui était Mao Zedong. Donc, c'était connu en Afrique. Les jeunes de mon âge ont étudié l'histoire de la Chine et certaines des actions. Beaucoup de choses sont à mettre au crédit de cette relation. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Quand vous prenez par exemple le mouvement des non-alignés qui a eu lieu à Bandung en 1955, il y avait la Chine. Et au sein du groupe des 77 aux Nations Unies, plus la Chine, dit-on souvent, groupe des 77 plus la Chine, nous coordonnons, nous harmonisons nos politiques et nos points de vue sur le plan international depuis des années. Donc là aussi, réduire la présence de la Chine ou la relation entre la Chine et l'Afrique aux questions commerciales, parce que c'est depuis quelques années qu'il y a la grande compétition. La Chine entretient depuis longtemps des relations très fortes avec les pays africains, et promouvoir davantage le développement de ces relations est toujours primordial. L'Afrique et la Chine sont toujours intéressés pour partager leurs expériences de développement. L'Afrique sort de la pauvreté et des dettes. Nous voulons travailler avec la Chine. Nous croyons en la Chine. Mais en retour, la Chine doit aussi croire en nous. Beaucoup de dirigeants africains sont d'avis que la Chine ne devrait pas se contenter d'investir en Afrique et qu'elle devrait aussi promouvoir le développement local du continent. Je pense qu'il est important que les investissements chinois, que nous apprécions grandement, viennent avec l'utilisation de compétences locales et avec un investissement dans la promotion des compétences locales. La Chine partage cet avis
affirmant qu'il est nécessaire de faire plus attention aux besoins et aux demandes du peuple africain. Je pense que nous devrions être plus à l'écoute du peuple africain, parce que la première chose que l'on doit faire est de les comprendre. Sinon, il sera difficile d'aborder leurs problèmes. Les investissements chinois en Afrique ont permis d'attirer plus d'attention sur l'Afrique et le monde, et cela en élevant les perspectives des pays en voie de développement pour aussi investir sur le continent. La coopération sportive, qui est un domaine qu'on n'aperçoit pas très souvent. Donc, quelle est la perspective de la coopération sportive et qu'est-ce que cette collaboration peut apporter à deux parties? Bon, ce que je peux dire à ce propos, c'est que c'est un travail de recherche que j'ai effectué et qui m'a permis de comprendre une chose, c'est que l'Organisation de l'Unité africaine n'avait pas seulement pour ambition la lutte ou la libération politique. L'Organisation de l'Unité africaine avait en fait embrassé tous les domaines de développement économique, social, culturel, sportif et autres. Et c'est dans cet effort-là qu'on a vu naître des organisations qui sont devenues des institutions spécialisées de l'OUA, et notamment le Conseil supérieur du sport en Afrique, qui avait, il y a encore quelques années, son siège à Yaoundé au Cameroun. Alors, mon travail, c'était de montrer que, de sortir d'abord des sentiers battus, parce que tout le monde parlait d'économie, du militaire et autres. Moi, je dis, tiens, dans le sport, et je peux vous dire que ce que j'ai fini par découvrir en faisant cette recherche, c'est que l'Organisation de l'Unité africaine, à travers le Conseil supérieur du sport en Afrique, a beaucoup fait pour l'intégration de la jeunesse africaine. En organisant plusieurs fois les Jeux africains, en organisant les compétitions dans différentes disciplines sportives, le football, le volleyball, le basketball, je peux vous dire une chose, il y a des pays qui n'avaient pas d'ambassade dans tous les pays africains, mais parfois les footballeurs sont allés là-bas et ils ont joué. Ça a permis de resserrer les liens. Ce que je peux vous dire, c'est que oui, le sport unit plus que nous ne pensons. Et je pense que ce que je veux dire, c'est que le sport est un lien social très fort. Et voyez-vous, le sport également est un reflet de ce qu'est la société. Si la société est ouverte, vous voyez que le sport également prospère. Et je crois que c'était aussi un élément. C'est un secteur dans lequel l'Afrique doit aussi investir. Parce que le sport, ce n'est pas seulement juste s'échauffer et transpirer. Il y a même toute une industrie du sport. N'est-ce pas? Vous le savez bien. Quand on voit les championnats de football en Europe ou la NBA aux États-Unis, ce n'est pas seulement juste le jeu sur le terrain, c'est beaucoup d'argent qui circule, qui autour, n'est-ce pas, de ces activités. Donc le sport mérite d'être pris en considération aussi dans la relation entre la Chine et l'Afrique. Il faut encourager effectivement des échanges sportifs entre les deux parties. C'est souhaitable, mais il y en a, mais on pense qu'on peut faire davantage. Je vous remercie beaucoup d'avoir nous accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci.